Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Allez faire un tour là-bas aussi. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour ou bonsoir DMG, bonjour ou bonsoir à toute la grande famille DMG. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors je suis très heureux d'être parmi vous pour vous raconter une fois de plus une histoire mystique. Avant de commencer, je vous demander de vous abonner, de liker et de partager massivement afin qu'on puisse toucher un bon nombre de personnes. Alors, une année, mes petits frères ils sont allés au village pour les grandes vacances, accompagnés de ma maman et mes deux dernières petites sœurs. Et les vacances se sont très bien passées. Voilà, l'histoire que je raconte même prend tout son sens quand ils se préparaient déjà à rentrer sur la ville de Douala. Alors, ils partaient tellement jouer dans d'autres villages. Vu qu'ils jouaient très bien au ballon, ils partaient jouer au ballon dans d'autres villages jusqu'au point où ils ont oublié que voilà, il fallait préparer le retour. Préparer le retour, c'est-à-dire aller au champ, porter le manioc, le macabo, le plantain. Et là, c'était un vendredi, si je ne me trompe pas, un vendredi. Il devait aller porter le plantain au champ parce que le mardi ou le mercredi, il devait rentrer. Voilà. Ils sont pas allés le vendredi parce qu'ils étaient dans un autre village jouer au ballon. Ils s'affirmaient en tant que très bons joueurs. Hein. Ils étaient un peu connus, ils étaient comme des petits stars au village. Donc, ils sont allés jouer au ballon. Ils n'ont pas pensé à aller prendre le plantain au champ le vendredi. Ils ont oublié la règle d'or qui était celle de ne pas aller au village le jour qu'il y a un corps qui arrive. Ils sont citadins. Ils se disent que ces choses-là... Bref, ils sont encore tout petits, ils ignorent complètement ce genre de règles primordiales du village là. Alors, le samedi, voilà, le samedi, ils sont partis au champ sans même demander l'avis ni de la maman ni de ma grand-mère. Ils sont partis au champ comme ça parce qu'ils se sont rappelés qu'ils devaient le faire le vendredi. Alors ils devaient le faire uniquement le lundi encore au lieu de le faire vendredi. Ils ont dit non, on ne peut pas aller au champ le lundi, vraiment, on prépare notre rentrée, il faut ranger les choses, vraiment, ils ne pouvaient pas aller au champ le lundi. Du coup, ils se sont entêtés à aller le samedi. Ils sont arrivés au champ. Ils ont ramassé le plantain qui était caché dans le champ de la grand-mère. Ils ont commencé à rentrer. Les gars rentraient. Et puis après, malheureusement pour eux, au moment où ils rentraient, c'était aussi le moment là que le corps arrivait au village. Voilà qu'ils arrivent dans un carrefour, un tout petit carrefour de 3 voies, hein, mini carrefour même. Ils avaient l'habitude de prendre cette route-là. Mais les gars se sont perdus. Ils se sont égarés, complètement égarés. Ah! On attend les enfants à la maison. 15h, on ne les voit pas. 16h, on ne les voit pas. Les enfants reviennent des autres villages où ils étaient se balader. On ne voit pas mes frères. Mais maman dit, mais les enfants sont où? On commence à demander un peu au village où ils sont partis, On ne les voit pas. C'est là qu'une rumeur arrive en disant que ils ont dit qu'ils allaient partir au champ le lendemain parce qu'ils avaient oublié de partir le vendredi pour prendre le plantain au champ. Ma mère se cria que non, c'est pas possible. Comment ils ont pu aller au champ alors qu'il y a levé de corps aujourd'hui? C'est pas possible, c'est pas bon signe. C'est comme ça que hein, on essaie de voir comment on peut réunir certains jeunes vaillants parce que il faut dire que même si il est interdit d'entrer dans la forêt,
quand il y a un corps qui descend, il y a quand même des initiés qui peuvent se permettre d'entrer. Donc, il y a quand même certains initiés du village là qui sont entrés dans la forêt, ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché, ils n'ont pas vu. Voilà que mes petits frères ils sont partis sortir dans un autre village. Dans un autre village. Ils étaient perdus. Et sur quoi les gars ne voulaient pas jeter les plantains qu'ils avaient sur la tête. C'était lourd, mais les gars ne voulaient pas jeter ça. Ils arrivent donc devant la case d'un ganga, comme disaient les Gabonais, mais chez nous, les peuples bassins, on les appelle les bombos. Ils arrivent donc devant la case d'un bombo. Ils font le premier tour. Le membre trouve d'abord ça étrange parce que chez nous, un enfant qui est né dans ce village-là, qui a vécu là, il sait on traverse un bonbon comme ça. Ils ont fait un premier tour. Le membre là, il est assis devant sa case. Ils font un deuxième tour. Ils sont perdus. Ils connaissent même pas le village là. Ils font un troisième tour. Et là, le membre les appelle en patois. Ils ne comprenaient même pas bien le patois. Heureusement, pour eux, le membre parlait le français. Il les appelle, ils viennent, et il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Où est-ce que vous sortez? Ils disent qu'ils cherchent la route qui mène à la maison. Mais quelle maison? Ils disent que... Ils donnent le nom de mon grand-père. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ils disent qu'ils sont perdus. Et là, le bon bord leur fait comprendre que, mais j'ai appris qu'il y a deuil dans votre quartier. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire au champ? Qui vous envoie au champ? Ils disent que, en principe, ils devaient partir le vendredi, mais comme ils ont oublié et ils ne voulaient pas partir le lundi, ils sont partis le samedi. Le mot leur a fait comprendre que c'est une interdiction formelle dans tous les villages voisins d'aller au champ quand il y a levé de corps. Donc, c'est pas une histoire totalement mystique, mais bon, c'est quand même là pour éveiller les consciences. C'est l'objectif, c'est le but de cette page. Pour dire à tous ces citadins et à toutes ces citadines que quand vous allez au village, respectez les règles que vous trouvez là-bas. Elles n'ont pas été instaurées par hasard. Elles sont instaurées parce qu'elles ont une valeur. Donc, quand vous allez au village, respectez ces règles, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci et bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour le groupe. J'ai une histoire à raconter. Ça s'est passé à Kinshasa. Cette histoire, c'était un monsieur. Il travaillait pour les diamants. Il cherchait des diamants. Quand il trouve, il revend ça. Après, une fois, ses amis l'ont dit, on doit aller à Kasaï chercher les diamants. Pour que là-bas, il y a beaucoup de diamants. Lui, il acceptait. Le lendemain, ils sont allés à Kasaï avec ses amis. Ils étaient au nombre de 11. Arrivés là-bas, les amis l'ont dit, bon, c'est seulement nous qui avons l'habitude de rentrer dans l'eau. Toi aussi, aujourd'hui, tu dois plonger dans l'eau. C'est ton tour aujourd'hui. Tu es obligé de le faire. Il a accepté, on a attaché le fil. Et ils ont mis un truc là au nez pour bien respirer. Il a plongé dans l'eau. Dès qu'il plonge là, il voit une pierre là qui brillait. Il était obligé, comme c'est un connaisseur de diamants, il était obligé d'aller, il voulait aller prendre cette pierre. Il était sous l'eau, il voulait prendre cette pierre. Directement, il y a une main qui l'a attrapé. Il y a une dame qui l'a parlé. Il a dit, le truc que tu veux prendre, c'est à moi. Il s'est retourné, il voit comme ça, c'est une belle femme, très belle, brune, blanche, belle, des longs cheveux. Elle a dit, mais toi tu es qui? Elle a dit, non, je suis la reine de cette eau. C'est moi qui commande toutes ces zones, c'est moi. Tu viens prendre notre richesse seulement comme ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, je vais t'aider à avoir beaucoup d'argent et te donner des diamants tout le temps facilement. Mais à condition, tu vas faire des choses pour moi, tu vas travailler pour moi. Lui, il dit, je vais travailler pour toi comment? Il a dit d'avance, là tu es déjà mort parce que tu n'as plus de fil, tu n'as rien à respirer avec. Il se rend compte, il voit qu'il n'avait plus de fil, il n'avait plus le truc qu'on avait mis pour respirer. Il a dit, grâce à moi que tu respires. Si tu respectes ce que je vais te dire, c'est bon. Si tu ne respectes pas, tu vas sortir dans l'eau, tu seras déjà mort. Pendant ce temps, ses amis étaient dehors et
Il pensait que leur ami était déjà mort parce que le fil qu'on l'avait attaché avec, il tire comme ça, ils voient le fil, il n'y a personne. Il se disait, ah, donc il est déjà mort, il commençait à pleurer. Là, les amis commençaient à pleurer. Au fond, qu'il était sur l'eau, là, il parlait avec la sirène. Il a dit, là, tu respires, c'est grâce à moi. Sinon, tu es déjà mort. Moi, je vais te donner le diamant. Je veux à condition, quand tu repars, tu dois travailler pour moi, tu dois construire un hôtel pour moi. Quand tu construis un hôtel pour moi, tous les clients vont commencer à rentrer dans cet hôtel. Si ils sont essuyés avec les serviettes, les papiers mouchoirs, ils ont laissé les préservatifs, même s'ils avaient tenu la bouteille, tout ce qu'ils ont utilisé, tu dois ramener ça pour moi. Tu ramènes ça pour moi. Et les gens qui vont travailler dans cet hôtel seront connectés avec moi direct. Et quand tu vas repartir aussi, tu dois sortir avec des filles qui aiment beaucoup d'argent, ceux qui aiment les téléphones. C'est les genres de filles que j'aime. Toi, tu vas coucher avec eux sans préservatif. Ils veulent te remettre l'argent que tu vas commencer à utiliser pour les filles là. Tu vas commencer à leur donner l'argent, beaucoup d'argent. Comme ça, tu vas commencer à coucher avec eux sans préservatif. Quand tu vas coucher avec eux, moi, je vais récupérer tous leurs enfants dans le ventre. Et les PD, les lesbiennes, tu vas commencer à leur donner de l'argent. Comme ça, leur vie, ça sera seulement comme ça. Les jeunes dans le quartier, tu vas commencer à leur donner de l'argent. Même s'ils cherchent le boulot, ils ne vont jamais trouver. Ils seront seulement là dans le quartier. Ils ne vont jamais aller quelque part, sera seulement là. J'ai entendu. Lui, il a dit, ah, mais j'ai pas le choix. Il a dit, si tu refuses, là, tu es mort, tu repars, tu seras déjà mort. Mais si tu acceptes, tu vas sortir vivant. Mais tu es obligé d'accepter. Et la sirène l'a dit, bon, il faut m'embrasser. Et coucher avec moi. Il a couché avec la sirène a dit, il faut m'embrasser. Dès qu'il a embrassé la sirène, le diamant est sorti de la langue de la sirène. Il a récupéré ça. Directement, il est sorti. Les amis ont eu peur. Ah, mais non, on pensait que tu es mort, tu es sorti au bord du fleuve comment? Lui, il dit non, il n'y avait rien. C'est mon Dieu qui m'a aidé. Ah non, on pensait que tu étais mort. Il a dit non, il n'était pas mort. Quand ils sont sortis là, ils commençaient à fonctionner. Il fallait construire l'hôtel. Donc 9 mois après, il a construit l'hôtel. Il a maintenant l'argent, des voitures, des maisons. Il commence à travailler pour la sirène. Donc quand les clients rentrent dans l'hôtel, il prend tous les préservatifs, les papiers, il a mis ça dans une chambre là, il attend minuit, la sirène vient à minuit, la sirène vient récupérer tout, la sirène part avec. C'était seulement comme ça. Pendant 6 ans. Et ses amis commençaient à lui dire, ah, mais nous on ne te comprend pas. Depuis qu'on a quitté Kasaï, tu as maintenant beaucoup d'argent. Donc tu nous avais caché, tu as eu des diamants là-bas, tu as caché. Tu ne voulais pas nous dire la vérité. Lui, il a dit non, j'ai pas eu les diamants, j'ai autre chose à faire, j'ai fait les autres affaires. C'est pas le diamant. Ils ont dit non, c'est pas normal. Les amis ont commencé à partir chez les féticheurs, les marabouts, pour qu'on le tue, vérifier. Ça ne marchait pas. Tellement que la sirène était avec lui, les féticheurs l'ont dit. Ils ont dit à ses amis, mais la personne que vous voulez tuer là, il est tellement puissant plus que moi, je ne peux pas le tuer. Ils ont tenté dans toutes les manières, ça n'a pas marché. Ils ont payé des bandits, ça n'a pas marché. Ils ont dit, bon, on doit seulement le mettre le poison pour qu'il puisse mourir. Ils ont pris le poison, ils l'ont mis, il a pris, il ne savait pas. Directement, il est tombé malade. Il va à l'hôpital, il a dit, bon, on t'a empoisonné. Il était obligé d'aller en Afrique du Sud se soigner. Lui-même, il se disait, mais la reine là, il est où? Pendant ce temps, quand on me mettait le poison, la reine était où? C'est elle qui me protégeait. Et il ne voyait plus la reine. Arrivé en Afrique du Sud, il faisait que dépenser. Il faut changer le son, il faut faire ceci, il faisait que dépenser. Il était obligé de vendre sa voiture à Kinshasa. Vendre. Il fait que dépenser tout l'argent, il était parti à ça. Zéro. Il est revenu à Kinshasa. Il était obligé de vendre l'hôtel là pour se soigner. Ça n'a pas marché. Il a vendu tout. Il est revenu à zéro. Il voyait plus aussi la sirène. C'est là, il était obligé. Non, il ne voyait plus la sirène. Il commençait à souffrir. Maintenant,
il avait une fille là, il avait mis dans la maison. Au fond, la même fille là, ils étaient sortis avec la fille quand il avait beaucoup d'argent. Il sortait avec la fille là, donc il avait pris tous les enfants de la fille de le vendre. C'est seulement la même fille qu'il a pris, il l'a mis dans la maison. Donc il avait oublié. Une fois la fille partait à l'église, chaque fois qu'elle partait à l'église, on a dit, ah, mais tiens, un monsieur là, tu sortais avec lui avant. C'est le même monsieur qui avait pris tous tes enfants. Quand il cherchait les enfants, il trouvait les parties dans les hôpitaux. 3 ans, il cherchait l'enfant, il ne trouvait pas. On a dit, tiens, un monsieur là que tu sortais avec lui. Le monsieur là, celui qui avait pris tous tes enfants, le monsieur s'appelle par exemple Georges. Ah, Georges, c'est le mari de... C'est le monsieur qui est avec lui dans la maison. Je me rappelle à l'époque, on sortait, il me donnait de l'argent. On a dit, il faut l'amener ici, à l'église. C'est là qu'il est parti à l'église et on a commencé à prier pour lui. Et il a fait sortir toutes les vérités. On commence à prier pour lui. On a dit, la femme doit commencer à suivre la prière. Le monsieur a continué de prier. Il est devenu un pasteur aussi. Il a laissé tout. Donc là, il n'a plus rien. Et c'est seulement la même femme qu'il avait pris parmi toutes les filles qui sortaient avec eux. Il prenait des enfants. C'est seulement la même fille aussi qui était là. Parmi toutes les filles là, il l'a mis dans la maison. Non, la fille là ne fait pas des enfants. Là, il continuait toujours avec des prières. Donc c'est pour dire, les filles, quand vous voyez une personne avec beaucoup d'argent, des voitures, il ne faut pas suivre l'argent. Les gens sont devenus mauvais, très mauvais. Donc le monde là est devenu compliqué. On doit beaucoup prier. C'est ça que je voulais dire comme histoire. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour la team DMGTV, bonjour la famille DMGTV, bonjour ou bonsoir, ça dépendra à l'heure à laquelle vous écouterez cette histoire. Je me suis décidée, dû à une insomnie, à vous raconter une histoire que je vais intituler « Tout n'était pas mauvais, le retour aux sources ». En fait, il s'agit d'histoires mystiques, paranormales, d'histoires africaines. En fait, beaucoup d'entre nous ont oublié d'où nous venons. Et donc, moi, ça fait peut-être plus d'une vingtaine d'années, je dirais 25 ans, que je m'intéresse aux histoires mystiques, à tout ce qui est paranormal. Vraiment paranormal, même en Europe, aux États-Unis, les maisons hantées et tout. Et donc, j'aimerais vous raconter une histoire africaine. Je ne sais pas si cette histoire africaine permettra à beaucoup d'Africains de comprendre en fait que tout n'était pas mauvais. Et de comprendre qu'en fait, l'Afrique avait des vrais mystères, de vrais protecteurs. Et que nous, en tant que jeunesse montante de l'Afrique, nous ferions mieux de temps en temps de repartir aux sources pour comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé après la colonisation. Pourquoi nous avons accepté en fait oublier tout ce qui était autour de nous. Donc je vais vous raconter l'histoire d'un protecteur africain qui est de mon village. Et cette histoire, j'ai essayé d'essayer de la confirmer par plusieurs personnes et j'arrive à la conclusion que nous avons failli en tant qu'Africains à cause de la modernisation, à cause de l'arrivée de nouvelles religions, sans pour autant critiquer aucune religion parce que je suis moi-même chrétienne. Et donc, je commence l'histoire. Voilà, il s'agit de mon village. Nous avons 8 protecteurs, dont une protectrice. Je dirais une protectrice parce que quand on fait la traduction en français, on se retrouve avec un « la ». Donc, je dirais la protectrice principale du village doit être féminin parce que on l'appelle là. Son nom ma langue maternelle, c'est là. On dira toujours Naoulé, la grand-mère. Voilà. Et donc, je dirais que la protectrice principale, elle avait son totem. C'était le rouge. Bon, disons c'est le rouge parce que c'est toujours d'actualité. Mais je peux vous dire qu'en tant que jeune africaine, j'ai dans ma garde-robe
plein de chaussures rouges ou plein d'habits rouges. En fait, personne ne respecte plus ce qui devrait être fait. Donc, je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par mon père, confirmée par mon oncle. Et c'était pas suffisant parce que j'y croyais pas. Et donc, j'ai demandé à un cousin qui est assez âgé, qui m'a confirmé, qui m'a raconté à peu près. Je dirais que généralement, on ne peut pas dire de légendes africaines, mais il y a des histoires africaines. C'est normal parce qu'elles sont racontées par plusieurs personnes. Bon, je vais aller rapidement. Voilà. Naoulé, elle était protectrice d'un village. Et donc, dans ce village, il y avait des interdits. Elle ne voulait pas de couleur rouge. Le rouge, symbole du sang. C'est-à-dire, elle était quand même protectrice et protégeait tout le monde dans le village. Mais elle était aussi justicière. Et donc, on m'a raconté qu'au début des années 1950, un jour de marché, tout le monde était au marché. Donc, le marché se passait bien, les gens faisaient leurs courses tranquillement. Et voilà qu'une bagarre éclate entre deux personnes. Pour une raison inconnue, une des personnes fait du mal à l'autre. Ok, le poignarde ou le tue. Je ne sais pas comment il a tué, mais on m'a dit il y a eu le sang. Donc, je suppose qu'il a été poignardé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Naoulé, elle, par exemple, elle a deux façons de se manifester. Quand elle est en joie, il y a le tonnerre, un tonnerre doux, et la terre se met à bouger un petit peu. Mais quand elle est en colère, il y a un tonnerre très fort et le sol se met à trembler. On me dit, quand on me racontait, je disais, diminuer un petit peu. On me disait non, un vrai tremblement de terre, tout le marché s'est mis à trembler, tout le monde avait peur. Et donc du coup, on se rend compte que, selon une version, on entendait des pas. On entendait des pas dans le marché. Et l'autre version dit, non, on n'entendait pas de pas, mais on sentait une présence. Donc les gens s'écartaient. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On entend un gros coup, boum. Quand on entend le coup, la personne qui venait de tuer son camarade tombe à terre. Et quand il tombe à terre, le sang commence à sortir de ses orifices et tout. Et on entend la présence qui refait demi-tour. Et elle repart. C'était la justice. En fait, c'était la protectrice qui était venue rendre justice. Et elle est repartie. Et c'était un village vraiment craint dans la région. Elle était toujours crainte jusqu'à quelques années. Crainte pourquoi? Parce que le mystère de ce village, personne ne comprenait pourquoi ce village jusqu'à présent. On me raconte, c'est des histoires qui datent de la colonne de Bouvier, dont nous sommes dans les années début 1900, où en fait le colon français se déplaçait déjà en Afrique. Donc cette histoire, ce village, le peuple de ce village vivait, je dirais, à quelques kilomètres, et ils ont eu un problème d'eau. Et donc ils se sont transportés quelques kilomètres après, et ils ont découvert en fait une grotte. C'est peut-être lié à la magie, et cette grotte était déjà habitée par un esprit tellement puissant. Et ce village a été le village le plus craint pendant, je dirais, plus d'une centaine d'années. Et aujourd'hui, il est toujours craint, mais la protectrice ne réagit pas comme je dirais, comme il y a 50 ans, au temps de nos ancêtres. Parce que je dirais, en tant qu'Africaine, quand je dis tout n'était pas mauvais, je dirais que nous avons failli en oubliant en fait de continuer à respecter certains totems. Tant qu'ils n'étaient pas, je dirais, en tant que chrétienne, sataniques, parce qu'en fait, on a mis dans nos esprits que tout ce qui ne vient pas de la Bible est satanique. Et moi, personnellement, après ces recherches depuis quelques années, j'arrive à la conclusion, non, c'était juste des mythes africaines, c'était juste des traditions. Tant que ce n'était pas satanique dans le sens de sacrifier des êtres humains, faire des pratiques qui sont contre nature, le reste était, disons, la spiritualité africaine. Quand on écoute nos histoires africaines, par exemple, dans mon village, on parle d'un serpent mystique. C'est bizarre,
Et moi, je me suis toujours posé la question, avez-vous déjà vu ce serpent mystique? Tout le monde me répond, ben non. Et je dis, mais comment ça se passe? Alors si vous ne l'avez pas vu. Et donc on me disait, chaque matin, il passait une seule fois dans l'année. Et quand il passait dans l'année, on se rend compte qu'il y a des sillons sur le sol, assez gros. Et quand je disais, mais il était gros comment? On me dit, mais imagine peut-être qu'il était 3-4 mètres de diamètre. Je dis de largeur, excusez-moi, de largeur. Je me dis, vous savez, c'est que 3-4 mètres de largeur, c'est un anaconda ou quoi? On me disait, il était tellement gros que quand il passait dans les champs, on se disait, il est passé hier. Et je dis, mais qui a déjà rencontré ce serpent? On me disait toujours, personne n'est resté pour nous dire si on l'a rencontré. Mais on sait qu'il existait et on faisait les coutumes. Et le village était protégé, personne ne pouvait. Je ne dirais pas que c'est le seul village, mais c'est le village où on me raconte toujours en me disant, dans la région, c'était le village le plus mystique, c'était le village le plus craint, et c'était le village qui est toujours passé à travers toutes les guerres. En fait, elle gagnait toutes ces guerres, qu'importe les guerres, parce qu'elle avait, on dirait chez nous, un tam-tam magique. Un tam-tam qui d'ailleurs a été... j'ai tout fait pour comprendre cette histoire, disons, en 2023, parce que j'ai essayé l'histoire m'a tellement passionnée que j'ai essayé de contacter toutes les personnes assez âgées pour qu'ils essayent de me raconter. En fait, ils avaient un tam-tam magique, et ce tam-tam magique avait la force d'appeler des abeilles. Dès qu'il tapait le tam-tam magique, les abeilles, d'après qu'il y avait un arbre, je ne sais pas si je peux pas dire si c'est vrai ou c'est faux, l'arbre s'ouvrait et alors les abeilles sortaient et les abeilles avaient pour mission d'attaquer l'attaquant, le village ennemi ou les gens qui attaquaient. En tout cas, ils étaient toujours victorieux. Et ce tam-tam, on me raconte l'histoire il y a une dizaine d'années, ce tam-tam a été vendu puisque c'était les griots qui gardaient le tam-tam et le tam-tam a disparu. Et on s'est rendu compte que c'est un griot qui a fui avec le tam-tam. Il est allé vendre le tam-tam, on ne sait pas où il a vendu. Quand il est revenu, il ne pouvait plus parler et il est décédé. Donc du coup, il n'a jamais pu dire où le tam-tam a été vendu. Voilà une histoire mystique de l'Afrique. Et je dirais que la morale de cette histoire, nous avons failli. Nous aurions dû peut-être, en tant qu'Africains, garder certaines coutumes, garder certains interdits et en fait suivre. Bonjour DMG, bonjour auditeurs de DMG, bonjour la famille. J'ai encore une histoire à vous raconter. Cette histoire, j'en ai été témoin. Je vais l'intituler La lycéenne sans scrupules et le sugar daddy. Lorsque nous étions au lycée, c'était un lycée de renom, nous avions une amie. Cette amie-là, elle avait des parents cossus, des parents qui avaient des moyens de ouf, des parents qui avaient une vie aisée, mais également des parents qui mettaient leurs enfants dans les conditions qu'il fallait, dans des conditions conformes à leur standing de vie. Et notre amie, elle vivait dans des conditions conformes au standing de vie de ses parents. Elle et ses frères et ses sœurs, ils étaient 3, ne manquaient de rien, c'est-à-dire 2 filles, 1 garçon. Ils ne manquaient de rien. Ils passaient toutes leurs vacances dans un pays différent. L'objectif pour le père, c'était que ses enfants découvrent le monde, découvrent d'autres cultures et que ça ouvrait l'esprit des enfants. Ça ouvrait leur esprit de créativité. Leurs enfants pouvaient se projeter dans ce qu'ils voulaient faire dans l'avenir. Donc chaque vacances était l'occasion pour chacun de choisir une destination et d'y aller. Pour dire qu'ils vivaient leur plus belle vie. Une belle petite famille, le père avait son boulot, la mère
sous le conseil de son mari, avait décidé d'arrêter de travailler pour se consacrer à l'éducation des enfants. Parce que son mari gagnait, je ne sais pas combien de fois ce qu'elle gagnait. Elle n'avait même pas besoin de travailler. Mais leur accord, c'était que c'est vrai, elle avait fait des études. C'est vrai, elle travaillait quand ils s'étaient rencontrés. Mais aujourd'hui, il gagnait suffisamment bien sa vie. Mais il ne fallait pas que leurs enfants ratent leur éducation. Et donc, d'un accord, dans un consensus, ils ont décidé que la mère, donc l'épouse, reste à la maison pour s'occuper de ses enfants. Voilà comment cette dernière avait arrêté. Donc c'est elle qui s'occupait de tout. C'est elle qui emmenait les enfants à l'école. C'est elle qui prenait les nouvelles des enfants à l'école. C'est elle qui allait parler avec les professeurs des enfants. C'est elle qui s'occupait de tout ce qui concernait la maison et les enfants. Pendant que monsieur cherchait de l'argent. Il gagnait de l'argent. Il voyageait, il travaillait, il gagnait de l'argent. Et puis un jour, madame était en voyage. Et c'est monsieur qui devait partir récupérer les enfants à la sortie de l'internat. C'était une école de filles. Ce jour-là, quand il arrive, sa fille se présente avec son amie. Son amie que je vais appeler Tatiana. Tatiana était une belle jeune fille. Je vous signale que les deux jeunes filles étaient en terminale. Elles étaient en terminale. Mais Tatiana était belle de figure, sensuelle, avec un visage innocent. Et donc, la fille du monsieur, donc notre amie, qu'on va appeler Nina, Nina qui tient la main de Tatiana en courant vers son papa. Papa, je te présente ma meilleure amie, c'est Tatiana. Ok Nina, Tatiana, enchantée. Allez papa, on rentre et ses parents ne sont pas venus la chercher et elle est obligée d'attendre. Donc est-ce que tu peux appeler pour que tu puisses aller la déposer? On la dépose et on rentre. Voilà comment le père de Nina prend le numéro de téléphone de la maman de Tatiana, appelle et décide d'aller déposer Tatiana chez elle avec sa propre fille et ensuite il rentre à la maison avec sa fille. Ce qui s'était passé, c'est que le père de Nina, à la vue de Tatiana, avait eu le coup de foudre pour Tatiana, qui était l'amie de sa propre fille. Les deux filles étaient en terminale, je le rappelle. Par quel concours de circonstances, il réussit à avoir le numéro de Tatiana. Donc le père de Nina commence à converser en cachette avec Tatiana et commence à entretenir des relations avec Tatiana, commence à faire des cadeaux à Tatiana, commençant à négliger Nina, mais Tatiana tout le temps. Quand Tatiana devait descendre de l'école, de l'internat, je veux dire, le père de Nina s'arrangeait pour passer par derrière pour récupérer Tatiana. Pendant que sa mère, elle venait chercher Nina. Et il s'arrangeait avec Tatiana pour passer du temps ensemble. Le père de Nina était même allé se présenter à la mère de Tatiana. Parce que Tatiana, elle vivait avec sa mère. Le père de Nina avait été encouragé par la mère de Tatiana à fréquenter sa fille de terminale. Parce que la mère de Nina avait vu dans le père de Tatiana une aubaine pour les sortir de leur situation de précarité. C'est vrai que Tatiana travaillait très bien. Elle avait accédé à cette école à cause de ses notes qu'elle avait eues en examen.
Mais sa famille, donc elle vivait avec sa mère n'avait pas autant de moyens pour s'occuper d'elle et de ses frères et sœurs. DMG, qu'est-ce qui va se passer? La mère de Tatiana rentre en jeu maintenant. La mère de Tatiana demande à Tatiana, est-ce que Tatiana, tu es sûre que tu veux de ce monsieur? Oui, maman, je veux de ce monsieur, je l'aime bien, il me plaît bien. Et puis en plus, il s'occupe bien de moi, il s'occupe bien de nous. Ok, donc la mère de Tatiana décide de mener des actions pour retourner le cœur du père de Nina vers sa fille Tatiana. Elle rentre partout et elle réussit à ramener, à retourner le cœur du père de Nina de sorte à ce qu'il tombe fou amoureux de Tatiana. Donc en quelque sorte, le papa de Nina, on le détourne totalement de sa famille. Il commence à oublier totalement sa famille, oublier sa femme, oublier ses enfants. Du jour au lendemain, le père de Tatiana prend une maison, il fait déménager Nina, et il fait déménager Tatiana. Le père de Nina fait déménager Tatiana pour les emmener dans un quartier correct. Il leur achète une maison, il ne leur loue pas une maison, il leur achète une maison. Il les installe. Et puis progressivement, il commence à y vivre, commence à passer du temps là-bas. Sa famille ne le voit plus. Personne ne comprend. Et les bruits commencent à courir parce que les enfants parlent. C'est Tatiana qui commence à faire courir le bruit selon lequel elle est folle amoureuse du père de Nina. Ils sont ensemble et tout. Et ces informations tombent dans les oreilles de Nina. Un jour, le père de Nina qui arrive à la maison, après une semaine d'absence, il a éduqué ses enfants d'une certaine manière. Donc la mère et les enfants lui demandent ce qui se passe. Et Nina, sa fille chérie, lui demande, mais papa, voilà ce que j'ai appris. Est-ce que c'est vrai? D'abord, elle se prend une baffe. Il lui dit, tu n'as pas à me parler comme ça. La prochaine fois, je t'écrase la mâchoire. La mère veut s'en mêler. Elle également, elle reçoit un violent coup au ventre. Et il demande à l'instant que la mère de Tatiana, de Nina et ses 3 enfants partent de sa maison. C'est-à-dire qu'il les met à la porte. Il met son épouse et ses enfants à la porte. Au départ, dans un élan de colère, son épouse prend ses enfants et elle part chez sa sœur pour un temps, pour réfléchir parce qu'elle ne comprend rien à ce qui se passe. Se disant que son mari viendrait après, quand il serait plus calme, présenter ses excuses. Ce qu'il ne fait pas. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Entre-temps, il y a la scolarité des enfants à payer qui ne vient pas. Il y a les goûters des enfants, il y a la nourriture, il y a tout ce à quoi ils étaient habitués. Rien. Lorsque la mère de Nina part de la maison avec ses enfants, le père donc de Nina décide de changer toutes les serrures. Il fait changer toute la sécurité qu'il avait mise autour de la maison. Le personnel de sécurité également est remplacé et il leur donne des instructions fermes. Je ne veux ni voir ma femme ni mes enfants ici. Le jour que vous leur permettez de franchir le portail de cette maison, vous êtes virés. En résumé, le père de Nina décide de mettre une croix sur ses enfants et sur son épouse parce que, dit-il, il aime Tatiana. Tatiana qui est l'amie de sa propre fille, qui a le même âge que sa propre fille. Donc, Tatiana qui peut être lui également sa propre fille.
Mais tout ça avec la complicité de la maman de Tatiana, qui a vu là une aubaine pour se sortir d'affaires à travers la relation que sa fille Tatiana aurait avec ce monsieur. Chers auditeurs de DMG TV, c'est une histoire triste. Parce que du jour au lendemain, la situation sociale de l'épouse et des enfants est passée de là à là. Ils sont descendus dans une vie de précarité. Et ça a été fait avec une telle brutalité que les enfants sont tombés malades. Les enfants ne s'en sont pas sortis. Ils étaient tellement bouleversés. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils avaient pu faire à leur père pour qu'il les rejette autant. Ils ne voulaient plus en entendre parler. Un jour, la mère des enfants, donc l'épouse de ce monsieur, désespérée, voulait juste qu'il lui donne de l'argent pour ses enfants. Elle se rend de force là-bas. Elle fait du scandale. Elle réussit à rentrer dans la maison. Elle se retrouve au niveau du garage. Et voilà que son mari, son époux, le père de ses enfants, qui s'apprêtait à sortir, lui dit: tu sors de ma maison, sinon je monte sur toi avec mon véhicule. DMG TV. La dame a dit: c'est que tu vas passer sur mon corps pour sortir. Vous savez ce que le monsieur a fait? Le monsieur est passé sur le corps de la dame pour sortir. Il a demandé qu'on lui ouvre le portail. Il a cogné la dame. Il a continué. Aujourd'hui où je vous parle, cette dame, elle a perdu l'usage de ses deux pieds. C'est-à-dire que je ne sais pas, en regardant son épouse, qu'est-ce qu'il voyait? Est-ce que c'était un être humain? Est-ce que c'était un monstre? Est-ce que c'était un animal? Pour qu'il fasse ça et sans remords. Mais puisqu'il avait comme on dit, des relations dans le pays, ce n'est allé nulle part. Ce n'est allé nulle part. Quand les parents de la femme sont venus se plaindre à lui, comme on dit en Afrique, il a fermé leur bouche en leur donnant un peu d'argent. Ils sont rentrés chez eux. Donc cette dame-là ne pouvait plus travailler pour s'occuper de ses enfants. Lui, il a tourné le dos à ses enfants. Les deux garçons, les deux plus petits, parce que Nina était la plus grande. Les deux petits, ils sont devenus des délinquants, des enfants de la rue. Elle, Nina, elle s'est retrouvée dans le système public. Elle a continué tant bien que mal ses études, mais ça a été compliqué pour elle. Il y a quelques années à peine, cette histoire que je vous raconte date d'il y a 20 ans. Il y a quelques années, comme par hasard, j'ai ma fille qui fréquente dans une école française que j'étais allée chercher à l'école. Donc à la sortie des classes, je pars la chercher. Lorsque je gare, qui je vois Tatiana, l'amie qui a détourné le père de sa copine. Je revois Tatiana dans une belle voiture, dans une Range Rover blanche. Je vois Tatiana qui est venue chercher ses deux enfants qui fréquentent dans cette école française. Je la vois descendre belle, rayonnante, pimpante, avec des bijoux de luxe, venir récupérer ses enfants, les mettre dans la voiture, dans sa Range Rover, démarrer, partir. Et ironie du sort, la semaine d'après, là je vous parle il y a à peine quelques semaines, ironie du sort, la semaine d'après ça, cette scène-là, je pars à Djamé, au marché d'Adjamé, accompagner ma belle-sœur justement qui voulait faire des courses pour son mariage.
Quand je pars à Djamé, qui je rencontre? Je rencontre Nina à Djamé. Je rencontre Nina, je la regarde pendant un moment avant de l'appeler. Nina qui est en train de fouiller les brodes, c'est-à-dire comment on appelle ça? Les brodes, les habits de seconde main. Donc, les vêtements qui ont déjà été portés une fois et qu'on ramène en Afrique. On les appelle chez nous communément les brodes. Nina qui est en train de fouiller dans les brodes pour se trouver un habit à se mettre. Parce que, quand je l'ai interpellée après, elle a dit qu'elle avait une cérémonie, une amie à elle qui se mariait et donc elle n'avait rien à se mettre. Mais son budget ne lui permettait que de se trouver une tenue dans ce marché de brodes. Ça m'a fendu le cœur. Je l'ai vue, elle a perdu toute sa clarté. Elle a noirci. Elle a fané. Tu sens sur son visage le désespoir. Tu sens sur son visage la dureté de la vie. Même la chaussure qu'elle avait au pied était décollée. J'ai eu des larmes aux yeux. Figurez-vous que son père continue de vivre sa plus belle vie avec son amie à elle, qui vivent maintenant, semble-t-il, dans un quartier qu'on appelle Beverly Hills, la crème des crèmes, parmi les quartiers de Cocody chez nous en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, elle habite désormais à Yopougon, dans un quartier précaire de Yopougon, avec sa mère toujours malade, avec son frère et sa petite sœur qui sont devenus des enfants de la rue. Elle essaie de survivre. Elle m'a dit qu'elle s'était même mise en ménage avec un homme qui la battait, mais finalement, n'en pouvant plus, elle a décidé de se séparer de cet homme. Voilà ce que la vie nous réserve des fois, auditeurs de DMG. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ça? Comment la vie d'une famille peut basculer du jour au lendemain? Parce que l'homme de la famille tombe amoureux de l'ami de sa propre fille. Comment un homme, je vais dire, responsable, peut décider d'oublier ses enfants, sa propre progéniture, pour des questions de fesses? Il y a forcément une dimension mystique là-dedans. Et ce rôle-là a été joué par la mère de Tatiana, qui a fait tout ce qu'il fallait pour que ce monsieur-là oublie totalement sa famille et n'ait Dieu que pour sa fille à elle. Et c'est ce qui est arrivé. Famille DMG, le mystique existe. Prenons nos responsabilités, protégeons nos familles. Likez, partagez et commentez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Je profite encore de vous donner une deuxième histoire mystique qui est une histoire mystique du village voisin et de mon village. Je vous avais parlé de la protectrice. Cette histoire mystique s'est passée il y a 3-4 ans. Hein. Je ne me souviens plus trop de la date, mais je sais que c'est 3-4 ans. Elle est récente. Voilà, il s'agit d'après que les jeunes du village, ils étaient en vadrouille. Hein. C'est toujours la vadrouille. Ils étaient en groupe en vadrouille. Et donc, ils ont rencontré un gros serpent. Vous savez, nous les Africains, généralement, je sais pas, ils n'ont pas eu peut-être à l'esprit de prendre la photo du serpent, mais on m'a dit qu'il était gros. Et donc, les jeunes du village ont tué le village voisin du mien. Je le disais, c'est une région vraiment mystique. Et donc, du coup, ils ont tué le serpent. En tuant le serpent, le groupe de jeunes ramène le serpent au village. Et donc, ils rencontrent des vieux qui leur disent, mais
qui vous a dit de tuer le serpent? Ils disent, bah, eux, ils ont faim, ils ont envie de faire des grillades et tout. On dit, mais non, on ne tue pas ce genre de serpent. Il faut que on fasse les coutumes. Les jeunes disent, mais vous parlez de quoi là? Nous, on a eu notre bonne viande, on veut griller ça. Vous êtes là, vous nous dites qu'il faut faire des coutumes. Donc, ils ont pris le serpent et je suppose qu'ils ont fait de la bonne grillade, non? Ils ont passé du bon temps avec le serpent. Et donc, vous savez ce qui s'est passé? Chez nous, on parle de saison de pluie. Donc, la saison de pluie est arrivée. Et c'est des faits réels, hein, parce que j'ai essayé de me renseigner auprès de certains anciens de mon village. Pour moi, en fait, quand on me raconte une histoire, c'est pas parce que j'y crois pas. J'essaie toujours d'avoir une deuxième version. Et donc, du coup, on me dit, il pleut dans toute la région. La pluie s'arrête à la pancarte du village. Je pense que les gens du village, de mon village, des villages environnants, s'ils vous écoutent, ils confirmeront. La pluie s'est arrêtée à la pancarte du village, c'est-à-dire que toute la saison de pluie, il pleuvait chez les voisins. Je peux vous dire qu'on est des villages collés. Il y a à peu près 1 ou 2 kilomètres qui nous séparent. Mais la pluie tombait chez nous et la pluie ne tombait pas chez eux. Et donc, tout le monde était choqué. Les gens me disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après enquête, je suppose ils sont allés regarder, ils ont vu qu'en fait, le problème, c'est à cause du serpent qui a été tué par les jeunes et mangé par les jeunes. Et donc, du coup, on a fait les coutumes et tout est revenu en ordre. Encore une histoire mystique africaine qui veut dire que tout n'était pas mauvais. Tout n'était pas mauvais. Souvent, y a tellement d'histoires qui parlent de ça. Tout n'était pas mauvais. Il y avait des pratiques africaines qui avaient pour but en fait de protéger les gens. Je prends une histoire simple, hein. On m'a raconté une fois qu'il y avait la fête des Dosso. Les Dosso, les chasseurs, ils faisaient en fait une fête et donc ils font des réunions annuelles, hein, où les Dosso de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent et ils font les réunions annuelles et tout. Et bon, voilà. Et donc, il y avait une fête de Dosso. Et c'est incroyable, mais bon, quand plusieurs personnes vous racontent des histoires, même si vous êtes cartésienne, vous me dites, bon, ok. Et donc, ils ont fait des rites. Les Dosso ont fait des rites. Et les animaux quittaient la brousse pour venir se donner. Les antilopes, les biches, pour se faire tuer. Ils venaient s'offrir. Ils ne sont pas allés en brousse pour chercher en fait les animaux et tout. Ils sont restés sur place. Ils ont fait les rites. Ils ont fait des incantations. Et les animaux venaient dans le village. Les animaux se déplaçaient, venaient se donner pour se faire sacrifier. Donc, en fait, c'est des histoires que certains diront, oh, c'est satanique et tout et tout. Moi, je dirais que c'est du mystique africain. C'était pas tout qui était mauvais. Ils arrivaient à soigner plusieurs choses, hein. C'est peut-être, je sais pas, mais j'aimerais bien rendre hommage à nos ancêtres, hein. Parce que les histoires mystiques, il y en a extrêmement plusieurs. C'est pas que j'ai envie de m'éparpiller. Par exemple, l'épilepsie. L'épilepsie, on disait à la maman de préparer une pâte à base de millet. Et pendant qu'elle préparait la pâte, elle n'avait pas le droit de parler à quelqu'un. Elle était concentrée sur sa marmite, elle préparait la pâte, elle mettait le médicament de l'épilepsie et elle donnait à son enfant épileptique. Et l'enfant avait une crise d'épilepsie, il se jetait à terre, il se secouait. Et après quelques temps, c'était fini, l'épilepsie était terminée. Ça, c'est une histoire que ma cousine et une amie m'ont racontée parce que sa sœur était épileptique, ça s'est passé comme ça. Et elle a été soignée de l'épilepsie. Et une histoire qui nous vient du Mali, cette fois-ci, concernant l'épilepsie, parce que moi je suis frontière du Mali, et donc la petite elle avait l'épilepsie et tout, et donc
il y a un ami de leur père qui était de passage. On me racontait que l'histoire datait des années 1970. Hein. Il était de passage et la petite a eu une crise d'épilepsie. Et donc, du coup, il a dit, OK, elle a l'épilepsie, oui. Et il a regardé dans son sac, il a enlevé une poudre et il a dit, je vais lui donner cette poudre. Et il y a une chose qui va se passer après sa crise, elle va nous raconter cette chose. Et quand la petite a pris la poudre, elle est tombée, je dirais, en crise d'épilepsie. Et après, tu la voyais, elle se battait, elle se battait, elle se battait, elle se battait. Et donc, après la crise de l'épilepsie, c'était fini. Et donc, on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'elle se battait avec un vieillard. Et son cousin me dit, elle a dit exactement, elle se battait avec un vieillard. Et la personne qui a donné la poudre d'épilepsie qui venait de Koutiala, qui est une ville du Mali, il a dit, si le vieillard l'avait terrassée, elle aurait eu l'épilepsie à vie. Étant donné qu'elle a pu terrasser le vieillard, l'épilepsie a disparu. Donc, du coup, c'est un mystère de l'Afrique. Je pense que je suis pour le retour aux sources. Le retour aux sources positives, le retour aux sources saines, le retour... parce qu'il y a beaucoup je dirais, de pharmacopées africaines qu'on a laissées, on n'a pas transmis. En fait, les vieux sont morts avec leur savoir et parce que justement, ils n'ont pas eu la confiance de transmettre leur savoir. Et donc, au moment je dirais, de Ebola, au moment où Ebola faisait signe, je dirais, feu en Guinée et en Sierra Leone et au Libéria, je me souviens que l'Union européenne, en ce moment, avait créé une commission. Il y avait des fonds, en fait, pour pouvoir financer tout ce qui était dans la pharmacopée africaine. Je pense que nous, Africains, nous ferons mieux de repartir au niveau de la pharmacopée africaine, essayer de booster les tradis praticiens, essayer de booster en fait tous ceux qui sont dans ce domaine parce que l'Afrique regorge en fait de trésors au niveau pharmaceutique. Et c'est à nous en fait d'essayer je dirais, de promouvoir ça. Et bon, c'est encore une histoire pour vous édifier. C'est peut-être pas mystique comme vous voulez, mais bon, c'est une histoire qui parle en fait des mystères africains, de, du retour aux sources et en fait d'ancêtres merveilleux qu'on avait, de personnes merveilleuses qui souvent n'ont pas su nous transmettre, qui souvent n'ont pas su nous éduquer dans le sens de ne pas tout rejeter. Certaines choses se règlent que dans le mysticisme africain. Et ça, c'est la réalité. Excellente journée à tout le monde et que Dieu veille sur nous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour le groupe. J'ai une autre histoire encore, je voulais raconter. C'est une dame aussi, ça s'est passé à Kinshasa. Cette dame, tellement qu'il avait un grand frère, était vraiment un grand sorcier, c'était un grand sorcier. Il leur a donné tous la malédiction. Ils ne trouvaient pas de bons maris, ils étaient seulement là. Et la femme, une fois, s'est rencontrée avec un monsieur. Le monsieur a dit, ah mais moi j'ai pas une femme à la maison. Elle aussi a dit, j'ai pas de mari. Le monsieur a dit, on peut vivre ensemble. Ils sont allés vivre avec le monsieur dans la même maison. Commencé avec le monsieur le tapait, le monsieur torturait la dame. Faisait que torturer, faisait que taper. Après, une fois, elle est rentrée seulement sur Facebook comme ça. Elle voit un monsieur qui l'a envoyé l'invitation, elle accepte. Et le monsieur commence à la draguer dans Facebook, comme ça, draguer la dame. Et la dame a accepté, elle a dit son mari de la maison, ah, il y a un monsieur qui me drague là, mais il m'a dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Il est aussi de Kinshasa, il est en Côte d'Ivoire. Il veut de moi, il va commencer à m'envoyer de l'argent, il va s'occuper de moi. Son mari de la maison a dit, il faut accepter. On va commencer à bouffer son argent. Elle aussi, elle a accepté de causer avec le mari, de chaque fois, il parlait avec le mari. Le monsieur là faisait que l'envoyait de l'argent. Faisait que l'envoyait beaucoup d'argent. Quand on l'envoie, il partageait avec son mari de la maison. Après, le monsieur a dit, bon, j'arrive à Kinshasa, comme ça, on doit se voir. J'arrive ce soir. Si c'est possible, ce soir, on peut se voir.
tu viens à l'hôtel là où je serai. Elle a accepté, elle a dit son mari a dit, il n'y a pas de problème, dès qu'il est là, moi-même je vais aller t'accompagner à l'hôtel. Et le monsieur s'est arrivé, elle a dit, je suis déjà au Congo, il faut venir. Son mari a dit, il faut bien t'habiller, il s'est bien habillé. Le monsieur l'a accompagné à l'hôtel, devant l'hôtel, le monsieur est reparti. Elle est rentrée dans l'hôtel. Le monsieur a dit non, tu peux dormir avec moi aujourd'hui. Elle a dit il n'y a pas de problème. Ils sont rentrés aussi dans la chambre, ils ont commencé à causer. Ils étaient obligés de passer un rapport. Quand ils ont fini de passer un rapport, ils ont commencé à causer. Elle a eu un peu sommeil. Elles sont endormies. Quand elles sont endormies, quelques minutes, elles se réveillent. Non, elles se réveillent, c'était déjà le matin. Elles se réveillent comme ça. Elle dit, ah, elle cherche le monsieur, elle ne voit pas le monsieur. Non, seulement, excusez. Elles sont dormies, elles se réveillent quelques minutes, elles voient, il n'y a pas le monsieur. Elle regarde comme ça, la porte est fermée. Dans la douche, le monsieur n'est pas là. Elle a dit, bon, peut-être il est sorti, acheter quelque chose. Et elles sont dormies encore. Le matin, elle s'est réveillée. Elle est sortie, elle n'a pas vu le monsieur, elle est sortie. Elle est partie demander les gens qui étaient dehors, qui ont travaillé le soir. Ah, vous n'avez pas vu un monsieur là sorti ici? Parce que depuis hier soir, on était ensemble. Je ne sais pas s'il est sorti, s'il est allé acheter quelque chose. Et ils ont dit non, hier tu es rentré si seul à l'hôtel, tu étais seul. Alors, il a dit non, je suis rentré avec un monsieur. C'est même lui qui a payé l'hôtel. Il a dit non, c'est toi qui es rentré seul, c'est toi qui as payé l'hôtel. Tu as même écrit ton nom. Il a dit oh, moi je suis rentré avec un monsieur. Ils ont dit non, montrez-moi la facture. On l'a montré. C'était son propre nom. Ah, mais comment ça? Elle appelle le numéro du monsieur, ça ne passait pas. Elle appelle, ça ne passait pas. Fallait elle sort, aller mettre encore du crédit pour appeler. Elle appelle comme ça, ça sonnait. Le monsieur qui a décroché, oui. J'étais sorti très tôt le matin. On m'avait appelé pour le truc du boulot. Donc, je voulais te dire, je te donne l'adresse là où tu vas aller. J'ai laissé l'argent chez ma maman. Tu vas aller chez ma maman récupérer l'argent. Le monsieur a donné l'adresse et le nom du quartier. Elle revient comme ça. Elle allait prendre ses affaires. Elle est partie. Directement, elle a pris le taxi direct chez la famille du monsieur. Arrivée là, elle est rentrée dans la parcelle. Elle voit une maman assise. Elle vient vers la maman. Elle dit à la maman, je cherche monsieur Intel. La maman dit, ah, monsieur Intel, oh oui, on était hier soir avec lui. Donc c'est lui qui m'a envoyé ici récupérer l'argent. Sa maman a dit non. La personne que tu cherches est décédée depuis, on l'a même enterré. La maman commençait à pleurer. Elle a dit non, c'est pas vrai. Il fallait les voisines puissent sortir. Ils ont dit c'est vrai. Le monsieur est décédé. On a même enterré. Si tu veux, on t'amène au cimetière, tu vas aller voir. On l'a amené au cimetière, elle est allée voir. Et le nom, la photo, pareil. On l'a montré aussi notre photo. Elle a dit ah oui, c'est lui. On a dit il est mort il y a longtemps. Directement. Il ne savait plus quoi faire. Il était obligé d'enlever les habits, de courir. Courir. Elle faisait que pleurer. Elle a traversé le goudron, le boulevard. Les gens l'ont attrapé. Ils ont dit il y a quel problème. Elle a expliqué chez les gens. Ils ont dit non, il faut te calmer. Il ne faut pas être paniqué. Comme ça, on peut te tamponner. C'est pas bon. Elle a commencé à pleurer. Elle a pris le téléphone. Elle a appelé son mari de la maison. Elle a dit ah, j'ai un grand problème ici. Le monsieur qui nous donnait de l'argent. Le monsieur que j'ai dormi avec lui à l'hôtel. Au fond, qu'il était décédé il y a longtemps. Lui, il a dit c'est pas vrai. Elle a dit je suis là. Même le cimetière n'est pas loin. Si tu viens, on va le voir au cimetière. Je vais te montrer son tombeau. Son mari de la maison a dit d'accord, j'arrive. Elle était assise là, elle attendait son mari. Directement, son mari venait là. Le mari a arrêté parce qu'il avait pris un taxi moto. Le mari s'est arrêté. Il cherchait à traverser pour rejoindre sa femme de l'autre côté. Directement, il y a un gros bus qui est passé là. On l'a tamponné. Le monsieur est mort sur place. Et la femme voit son mari décédé devant elle. Et la femme ne savait plus quoi faire. Elle ne savait plus quoi faire. Elle commençait à pleurer là. Elle était obligée de chercher le pasteur le même jour. Il est allé voir un pasteur pour prier pour elle.
Jusqu'aujourd'hui, elle a toujours peur, peut-être elle va mourir. Peut-être l'esprit là, parce que quand elle dort souvent, elle rêve elle est sous le tombeau. Elle dort, elle rêve elle est sous le tombeau. Donc elle a peur, peut-être un jour elle va mourir. Ou bien le monsieur là va venir la chercher. Donc c'est ça mon histoire. Donc le conseil que je vais donner, il faut faire attention d'aimer les hommes sur Facebook. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.